Le 8 août dernier, les adresses du smart contract Tornado Cash ont été ajoutées à la liste de l'OFAC des personnes et entités bloquées par le Trésor américain. Concrètement, cela signifie que toute organisation ou toute personne qui interagit avec les adresses listées dans ce document est automatiquement considérée comme un criminel. Dans ce cas, un procureur américain n'a même pas besoin de faire appel à un procès ou à une condamnation en justice pour que vous soyez considéré comme un criminel avec toutes les conséquences que cela peut avoir aux US et en dehors. C'est une décision tout simplement incroyable et lourde de conséquences car Tornado Cash est un simple outil. Alors peut-on considérer que l'usage d'une hache vous rend complice de toutes les atrocités qui ont pu être commises avec dans l'histoire ? Quelle est la frontière qui vient d'être franchie par les autorités US ? Est-ce que le monde de la finance traditionnelle serait en train de passer à l'attaque sur le monde des cryptos ? Serait-ce le premier acte de la grande lutte entre la souveraineté des États et la souveraineté des personnes ? Eh bien, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Rappelons ce qu'est Tornado Cash et les raisons qui le mettent au centre de l'actualité crypto. Tornado Cash est un smart contract, à savoir un programme qui tourne de façon autonome sur la blockchain Ethereum et d'autres. Ce smart contract sert à rompre la traçabilité sur une chaîne de transactions. Pour rappel, lorsque vous faites une transaction sur Bitcoin ou sur Ethereum, vous envoyez des tokens, des jetons, d'une adresse à une autre. La plupart des blockchains sont transparentes et permettent relativement facilement de tracer le chemin emprunté par les jetons. On ne sait pas par défaut à qui appartient une adresse, mais on connaît toute l'historique de transactions liées à cette adresse. C'est pour cela que l'on dit que Bitcoin ou Ethereum ne sont pas anonymes, mais pseudonymes. Dans ce cas, vos pseudos, ce sont vos adresses. En termes de vie privée, cela pose de graves problèmes car sur ce principe, le paiement d'un simple pourboire peut poser problème. Comme le serveur sait que c'est moi qui donne le pourboire, il sait qui je suis. Ensuite, il lui suffit de remonter à l'origine de la provenance des fonds pour trouver mon ou mes adresses principales assez facilement. Imaginez l'ambiance au boulot lorsque l'on se cotise pour acheter un cadeau de départ à Monique. Les problèmes que pose cette chaîne de traçabilité sont assez mal compris aujourd'hui dans notre monde occidental, socialement libéral et plutôt libre. Beaucoup de gens ont oublié en quoi la vie privée est essentielle. Comme le dit l'adage funeste, si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien à cacher. Grave erreur. Bref, Tornado Cash sert à casser cette chaîne de traçabilité. Le principe est assez simple. Avec plusieurs utilisateurs, vous mettez toutes vos cryptos dans une adresse commune, vous secouez fort et ensuite chacun repart avec des tokens piochés au hasard. On appelle cela un mixeur et on en a fait une vidéo entière si cela vous intéresse. L'utilisation est assez simple. Si vous voulez faire un cadeau à Monique, vous prenez 100 USDC, un stablecoin indexé au dollar, vous les mixez avec Tornado Cash et puis vous donnez ces USDC à Monique depuis une adresse qui n'est pas liée à votre compte principal pour que Monique ne sache pas combien vous gagnez tous les mois. Ça marche aussi avec le financement des convois de la liberté lorsque vous ne voulez pas que Justin Trudeau le sache, mais aussi pour les dons aux Ukrainiens quand vous habitez en Russie et que vous n'êtes pas pressé que le FSB le sache. D'ailleurs, Vitalik Buterin lui-même s'est désigné comme un utilisateur de Tornado Cash pour faire un don à l'Ukraine. Mais bien sûr, Tornado Cash, ça marche aussi pour le crime. Alors les mixeurs, c'est principalement fait pour quoi ? Le crime ou les usages légitimes ? Eh bien, on a des statistiques pour ça, issues de Chain Analysis. Comme vous pouvez le voir sur cette image, le crime représente environ 30% de l'activité de Tornado Cash. Est-ce beaucoup ou peu ? Je ne saurais le dire, mais c'est ainsi. Mais attention, pour le crime, c'est quand même pas le même sport, car même au travers d'un mixeur, la police peut vous retrouver si vous êtes un poisson assez gros. Toute technologie est hackable et les failles de sécurité pour les criminels se situent à plusieurs niveaux. Donc, si Monique, le FSB ou Justin Trudeau ne sont pas forcément prêts à mettre une équipe d'enquêteurs à plein temps pendant 6 mois pour savoir où sont allés les 100 USDC, ce ne sera pas la même chose si vous faites partie d'un réseau de mafieux qui brasse des millions. Alors, venons-en à l'actualité de Tornado Cash. L'administration du Trésor américain chargée de collecter les impôts découvre un beau jour que la Corée du Nord ou d'autres cartels du crime utilisent abondamment ce service. Ils décident donc de placer Tornado Cash sur la blacklist de l'OFAC qui a pour objectif de désigner les entités et les personnes réputées criminelles. Je dis bien réputées car pour être inscrit sur cette liste, il vous faut quand même un bon track record de criminalité. D'ailleurs, si vous êtes sur cette liste, c'est principalement car la justice n'a pas réussi à vous mettre le grappin dessus. C'est un club assez select. Il n'empêche qu'une fois sur la liste, vous devenez un pestiféré aux US et dans toutes les juridictions qui coopèrent fortement avec les USA. Mais alors quel est le problème ? Eh bien, il y en a plusieurs. Le premier est que c'est bien le smart contract Tornado Cash qui a été inscrit sur cette liste et non ses concepteurs. Or, un grand principe de droit est que seuls les individus ou les organisations qui regroupent des individus sont passibles de sanctions judiciaires. Dit autrement, on n'a jamais condamné une hache pour avoir tué quelqu'un. C'est plutôt le porteur de la hache que la justice intéresse.
Pour ceux qui se posent la question, Tornado Cash ne peut pas être assimilé à une organisation avec des individus identifiables car une fois développé et en service, ce programme peut très bien tourner tout seul sans que personne s'en occupe. Alors soit le département du Trésor ne comprend pas bien ce qu'est Tornado Cash, soit il ouvre un nouveau champ de droit qui appose la marque du bien et du mal sur des outils. A priori, et je l'espère, ce serait plutôt la première solution et plusieurs indices pointent dans ce sens. Déjà, le Trésor n'a listé que les adresses des contrats sur Ethereum, alors que ce smart contract est déployé sur plusieurs blockchains. Cela témoigne, d'après nous, d'une incompréhension de la technologie. Ensuite, ils se sont contentés de lister un grossier copier-coller depuis le site Ethereum Scanner, englobant ainsi des contrats qui n'ont rien à voir avec le mixage de crypto. Là aussi, ça ressemble plutôt au travail d'un stagiaire qui a découvert Ethereum Scan il y a une semaine. Si c'est bien cela, c'est pas très inquiétant. Dans ce cas, les US découvriront qu'il ne faut pas confondre les outils avec leurs usagers. Ils reprendront le travail de police pour lutter contre les criminels et laisseront les smart contracts en paix. Ou alors, malgré ces erreurs de compréhension technique, les USA ont bel et bien décidé de réglementer le monde de la crypto décentralisée en plaquant leurs anciens réflexes sur ce nouveau monde. Dans ce cas, on s'aventure sur un terrain très obscur. Sachez quand même que l'un des développeurs ayant travaillé sur le protocole de Tornado Cash s'est fait arrêter en Hollande. La raison, avoir écrit du code informatique. Cela crée un précédent extrêmement grave dans l'univers du développement open source. Est-ce qu'un informaticien doit être tenu responsable de ce que font les autres avec son protocole? Cette arrestation est aussi absurde que d'arrêter un fabricant d'armes parce que l'un de ses revolvers a été utilisé dans une tuerie de masse. Quand on y réfléchit, du code informatique, c'est simplement de l'information, une manière de s'exprimer. En vertu de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Comme le disait Churchill, celui qui est prêt à sacrifier sa liberté contre la sécurité n'aura ni l'un ni l'autre. Nous avons tendance à l'oublier car notre société jouit d'une très grande liberté dans l'histoire, malgré tout ce que l'on peut en penser. Mais tout cela évolue et aujourd'hui les libertés régressent car nous ne les défendons pas assez. En témoigne l'outrage que la crypto fait au système bancaire. Historiquement, posséder son cash était la norme, à chacun de les sécuriser comme il le pouvait. Notre droit est fondé sur cette histoire. Par contre, aujourd'hui, la réalité de l'immense majorité, c'est d'avoir délégué la gestion de son cash aux banques, ce qui a donné un immense pouvoir de contrôle, a priori, aux États. Alors oui, le crime a beaucoup régressé, mais nous sommes aussi beaucoup moins libres. Dans une société en croissance, tout cela n'est pas très grave car s'entendre les uns avec les autres quand il y a toujours plus de richesses à répartir est assez simple. Par contre, dans une société en contraction, en décroissance, alors là les règles changent. Chaque personne, chaque structure essaie de préserver le plus possible de ses richesses, quitte à ce que cela se fasse aux dépens des autres. Si les règles sont consenties, alors il s'agit de solidarité. Sinon, cela relève du vol. Dans le meilleur des cas, de la majorité sur une minorité, et dans le pire des cas, d'une minorité sur la majorité. Le problème de la crypto, c'est que posséder ses clés privées permet à ses utilisateurs d'échapper au contrôle a priori de l'État et de son système bancaire. C'est là que, sous les apparences de la sécurité, la régression des libertés a lieu. Je suis prêt à parier gros, à titre personnel, que les États occidentaux ne feront pas faillite sans tout tenter au préalable pour prolonger leurs derniers instants. C'est ce que nous vous disions déjà dans cette vidéo. Et c'est aussi pour cela que dans notre lettre GAC, nous expliquons comment préserver votre épargne en mettant le plus de distance possible entre vous et le système bancaire classique. Nous ne faisons aucun conseil financier personnalisé, mais nous vous accompagnons techniquement grâce à un forum privé et nous vous donnons les dernières mises à jour des stratégies sur le groupe Telegram GAC. Vous n'êtes donc pas seul et c'est toujours rassurant pour démarrer. Si tout cela vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran ou via les liens en description. En tout cas, avec l'actualité récente, il faut avouer que les bitcoiners maxi ont eu la bonne intuition. Leur message est le suivant: Bitcoin est la crypto de loin la plus décentralisée, donc c'est Bitcoin qui donnera à votre patrimoine le plus de chances de survie en cas de confrontation directe avec les États. Et le cas de Tornado Cash leur donne raison. Pensez bien que dans la foulée de l'inscription à l'OFAC de Tornado Cash, l'organisation Circle, qui gère les USDC, le plus gros stablecoin sérieux de la crypto, a gelé plusieurs dizaines de milliers de dollars d'USDC qui sortaient de Tornado Cash pour ne pas risquer de se mettre à mal avec les autorités. Et ils ont eu raison car ils sont identifiables et n'ont pas les moyens de résister à l'administration américaine. D'autres services ont également suivi comme GitHub qui est un service d'hébergement pour les développeurs informatiques. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes encore à un stade où la discussion est encore possible. Coin Center a annoncé vouloir faire recours en justice contre cette inscription par l'OFAC par exemple. Mais il ne faut pas s'y tromper, le cas de Tornado Cash est emblématique et constitue un bon exemple de ce que pourraient faire les États contre l'écosystème crypto s'ils voulaient survivre à tout prix. Beaucoup de bitcoiners se sont moqués d'Ethereum en pointant du doigt sa centralisation et son incapacité à résister à une intervention d'organisations gouvernementales. Mais est-ce que Bitcoin, dans son état actuel, est réellement hors de portée ?
Que se passerait-il si par exemple plus de 50% de la puissance du réseau, donc en gros plus de 50% des mineurs, décidaient de se plier aux exigences de l'OFAC et commençaient à censurer des transactions? Comme vous le savez, en temps normal, les mineurs sélectionnent les transactions à mettre dans le prochain bloc en fonction des frais. C'est un système classique d'enchères. Plus vous attachez des frais élevés à votre transaction, plus vous avez de chances de faire partie du prochain bloc. Mais là, il y aurait une deuxième condition, que votre adresse ne soit pas blacklistée. Certains me diront qu'il y a déjà eu un petit précédent avec le cas de l'entreprise Marathon, qui a commencé à censurer des transactions pour créer des blocs purement ESG, mais qui a rapidement compris son erreur et a fait marche arrière. Mais ici on parle d'un cas très différent, pas d'un cow-boy isolé et minoritaire qui a fait de l'excès de zèle. Dans le cas où les mineurs OFAC détiennent plus de 50% de la puissance du réseau, le hash rate, ils pourraient construire la chaîne de blocs la plus longue. On aurait donc d'un côté une chaîne conforme et une autre plus courte, non conforme. Et oui, la deuxième serait plus courte car les mineurs non OFAC auraient moins de puissance de calcul. On assisterait alors très probablement à un User Resisted Soft Fork, c'est-à-dire que les nœuds du réseau, donc toutes les personnes qui font tourner le logiciel Bitcoin sur leur ordinateur, décideraient quelle chaîne ils considèrent comme valide aux dépens du consensus de Nakamoto qui stipule normalement que la vraie blockchain, si je puis dire, est celle qui a le plus d'énergie investie. 2 chaînes, 2 jetons. C'est ce qui s'est passé en 2017 avec Bitcoin et Bitcoin Cash. Mais la grande différence à ce moment-là a été que les exchanges ont listé les 2 coins et ont laissé décider le marché. Le jeton qui a pris le plus de valeur serait de facto considéré comme le vrai Bitcoin. On sait tous comment l'histoire s'est terminée, la chaîne avec les petits blocs a été préférée et a donc eu le privilège de garder l'appellation Bitcoin. L'autre est aujourd'hui appelé Bitcoin Cash. Mais que se passerait-il si les plus gros exchanges de la planète décidaient aussi de se plier à l'OFAC et ne listaient que le jeton circulant sur la chaîne propre? Certains gros acteurs comme Coinbase ont par exemple d'ores et déjà dit qu'ils resteraient toujours du côté du gouvernement. Après, ce n'est jamais bon pour le business d'être trop rebelle, surtout quand vous êtes listé en bourse. Imaginez enfin que des sociétés comme BlackRock appuient également de tout leur poids financier le jeton propre. On pourrait alors avoir le Bitcoin OFAC avoir une plus grosse market cap que le Bitcoin non OFAC. Ce serait un coin number go up et un autre plus proche des idéaux de départ. Si ce scénario catastrophe a lieu, tout le monde devra faire un choix. Se conformer à des exigences liberticides ou alors lutter pour une technologie émancipatrice. Comme le disait Martin Luther King, de même qu'il est du devoir de tous les hommes d'obéir aux lois justes, de même il est du devoir de tous les hommes de désobéir aux lois injustes. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.